Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous faites bien d'être avec nous. Le journal de l'économie démarre à l'instant. Ouvrant ce journal au Soudan, le Soudan a signé un accord de 6 milliards de dollars avec un consortium dirigé par le groupe Adeport des Émirats Arabes Unis et Invictus Investment pour le développement d'un nouveau port d'une zone économique en mer Rouge. Reportage. Projet gigantesque dont le coût est estimé à environ 6 milliards de dollars donnera un puissant coup de pouce à l'économie nationale et apportera d'innombrables bénéfices à l'ensemble du pays, a déclaré le ministre soudanais des Finances, Djibril Ibrahim, lors de la cérémonie de signature. Le port d'Abou Hamama, qui sera construit au nord de celui du port Soudan, dans lequel transite la quasi-totalité des importations du pays et les exportations du pétrole du Soudan du Sud, comprendra une zone industrielle, un aéroport international, une zone agricole couvrant plus de 162 hectares, a précisé le ministre Ibrahim. Adeport Group est détenu majoritairement par l'ADQ, un fonds souverain d'Abu Dhabi, tandis que Invictus Investissement est dirigé par Osama Daoud Abdelatif, chef du DAL Group, le plus grand conglomérat du Soudan. Aux Émirats, l'agence de presse officielle WAM a indiqué que l'accord accordait au consortium le droit de développer, de gérer et d'exploiter des actifs portuaires de la zone économique au Soudan. La signature de l'accord est intervenue une semaine après que les dirigeants militaires au pouvoir au Soudan eurent signé le 100 décembre un accord cadre avec plusieurs groupes civils censés sortir le pays du marasme dans lequel il est plongé depuis le coup d'État mené en octobre 2021 par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Qualifiant le Soudan de partenaire commercial majeur des Émirats Arabes Unis, l'agence WAM a indiqué que les exportations du Soudan vers les Émirats se levaient à 1,86 milliard de dollars en 2020, tandis que les Émirats ont exporté 1,14 milliard de dollars de marchandises vers le Soudan au cours de la même année. Et puis au Rwanda, le Fonds monétaire international a approuvé un financement de 319 millions de dollars en faveur du Rwanda pour soutenir la lutte contre le changement climatique, de la facilité pour la résilience et la durabilité, ainsi qu'un nouvel instrument de coordination des politiques cohabitées. Le programme du Fonds monétaire international et du Rwanda s'inscrit dans la droite ligne de son fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, afin de résoudre une partie du problème de changement climatique et de mieux préparer les pays au risque de pandémies futures. Il prévoit des prêts aux pays pauvres remboursables sur une période de 20 ans avec une grâce de 10 ans et demi. Premier du genre, pour un pays d'Afrique, il permettra d'aider les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire vulnérables à relever les défis structurels à long terme tels que le changement climatique grâce à des financements à long terme et à des faibles coûts, a déclaré le Fonds monétaire international. Ces dernières années, le changement climatique devient un enjeu de développement majeur pour les pays africains jugés pour pollueurs, mais en première ligne quant aux conséquences du réchauffement climatique. Le Rwanda, quant à lui, est le premier pays africain à bénéficier d'une aide dans ce cadre. Deux pays américains, le Costa Rica et les îles de la Barbade, ont également trouvé un accord avec le Fonds monétaire international pour en bénéficier. Le Rwanda dispose désormais d'un bilan solide en termes de réformes économiques et est très avancé dans la mise en place d'une stratégie climat. Ce financement doit permettre désormais de soutenir les autorités dans leurs efforts de stabilisation macroéconomique et d'adaptation au changement climatique, selon le FMI. Le pays devrait, pour autant,
atteindre une croissance de 6,8% pour 2022, malgré le contexte économique mondial compliqué. Il reste confronté à une inflation élevée, les prix alimentaires ayant progressé de 15,9% en août. Le Rwanda reste tout de même vulnérable au choc extérieur. Les prix de l'énergie et alimentaire élevés vont continuer à nourrir l'inflation et affaiblir ses réserves, a cependant souligné Aymanot Tefera, responsable de l'équipe du Fonds monétaire international, qui s'est rendu sur place du 26 septembre au 7 octobre dernier. Merci Koumabité. Cap à présent, Côte d'Ivoire, le pays abritera à partir du premier semestre 2023 la plus grande infrastructure de production d'eau potable d'Afrique de l'Ouest, baptisée Projet de la Mé, du nom du fleuve qui en sera la source d'approvisionnement. Lancé en 2018, les travaux de construction de l'usine de traitement d'eau potable de la Mé ne se sont jamais arrêtés, et ce même du plus fort de la pandémie de Covid-19. Ce projet d'ampleur installé vers 9 hectares est situé à 35 km d'Abidjan sur les rives du fleuve, mais fait partie de la stratégie du gouvernement pour combler le déficit d'approvisionnement en eau potable de la capitale économique ivoirienne et de son agglomération. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur les antennes de For You Media Africa. Le journal de l'économie se poursuit cap au Nigeria. La Banque centrale nigériane a annoncé une limitation drastique des retraits de liquidités. La mesure suscite une levée de boucliers jusqu'au Parlement nigérien à Abuja. Les détails sont à suivre dans ce reportage que signe Kwechu. Les annonces de la Banque centrale du Nigeria, mardi 6 décembre dernier, ont créé une onde de choc jusqu'au Parlement nigérian à Abuja. Les élus s'interrogent sur la décision de limiter les retraits à 20 000 naira par jour et 100 000 naira par semaine pour les particuliers et 500 000 naira pour les entreprises. Avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation le 9 janvier 2022, tout retrait supérieur à cette limite entraînera des frais allant de 5 à 10%. Certains parlementaires critiquent une mesure drastique annoncée du jour au lendemain et sans consultation, mais qui pourrait avoir de lourdes conséquences, notamment pour les habitants des zones rurales où toutes les transactions se font en cash. Depuis 2011, l'Institut d'émission cherche à moderniser les systèmes de paiement en incitant la population à privilégier les usages électroniques, qu'il s'agisse de transfert d'argent par mobile ou de paiement par carte bancaire. Désormais, l'objectif est aussi d'encourager l'adoption du e-Naira, la monnaie numérique lancée il y a un peu plus d'1 an. Grâce à ces outils, la CBN compte atteindre 95% d'intégration financière d'ici 2024, alors que fin 2021, seuls 64% des adultes avaient accès au système bancaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Merci Kwechu. En Libye, la compagnie libyenne nationale de pétrole appelle les entreprises étrangères actives dans le secteur des hydrocarbures à reprendre leur exploration et de production, arguant d'une amélioration de la situation sécuritaire. Les précisions sont à suivre dans ce reportage que signe Bala. La compagnie libyenne nationale de pétrole, en abrégé NOC, a appelé les entreprises étrangères actives dans le secteur des hydrocarbures à reprendre leurs opérations d'exploration et de production, arguant d'une amélioration de la situation sécuritaire. La NOC appelle les entreprises internationales opérant dans le secteur du pétrole et du gaz, avec lesquelles des accords d'exploration et de production de pétrole et de gaz ont été signés, à lever la force majeure invoquée de leur côté, selon un communiqué. L'état de force majeure est une mesure invoquée dans des circonstances exceptionnelles permettant une exonération de la responsabilité de la NOC ou, dans ce cas, des entreprises opérant en Libye en cas de non-respect d'obligations contractuelles. Sur la dernière décennie, la Libye a été régulièrement en proie à des affrontements violents entre factions rivales de l'Est et de l'Ouest, ce qui a affecté l'exploitation des gisements de transport des hydrocarbures
et des terminaux pétroliers pris en tenaille entre les deux camps. La NOC a expliqué avoir lancé cet appel après avoir effectué une évaluation de la situation sécuritaire et bien sûr constaté une amélioration spéculaire sur certains sites où il était difficile d'opérer. Elle a également exhorté les compagnies étrangères à reprendre leurs opérations d'exploration et d'extraction, leur assurant qu'elle leur fournirait tout appui nécessaire, ceci afin qu'elles puissent travailler dans un environnement sûr, en coopération avec les autorités civiles et militaires sur place. Près de 11 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye, qui dispose des réserves des plus abondantes d'Afrique, reste déchirée entre factions rivales de l'Est et l'Ouest sur fond d'ingérence étrangère. Depuis mars, deux gouvernements se disputent le pouvoir. L'un, installé à Tripoli et reconnu par l'ONU, l'autre soutenu par le Parlement et le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Au lendemain de sa nomination mi-juillet à la tête de la NOC, Farhad Ben Ghadara avait annoncé la levée d'un blocus sur 6 gisements de terminaux pétroliers majeurs, fermés depuis mi-avril par des groupes proches du camp de l'Est. Et début novembre, il a indiqué que son pays recherché a augmenté sa production pétrolière à 2 millions de barils par jour, soit un quasi-déroulement par rapport au niveau actuel de 1,2 million de barils par jour. Nous sommes au Cameroun à présent. Le port autonome de Douala et le terminal bois du port de Douala ont signé un contrat de concession la semaine dernière pour l'exploitation, la maintenance et le développement du terminal à bois du port de Douala-Bonabéry dans les 15 prochaines années, comme habité une fois de plus. Bolloré Port entend mettre en œuvre un plan d'investissement de près de 15 milliards de francs CFA, ce qui est de 6,5 milliards, plus élevé que les engagements pris dans le contrat de concession. Il s'agit notamment de réaliser le dallage, le pavage des zones de stockage et d'embarquement sur une surface totale de 10 hectares, de lancer la construction des hangars de stockage pour les produits élaborés en ligne avec les évolutions de la réglementation internationale et régionale sur l'exportation du bois, de renouveler les équipements de manutention et de transport afin d'améliorer la productivité des opérations. Au-delà de ces investissements, apprend-on, le port autonome de Douala attend de concessionnaires 100 milliards de francs CFA pour le ticket d'entrée. Les redevances fixes de 1976 francs CFA par mètre cube contre 1630 francs CFA actuellement pour une superficie évaluée à 28 hectares, soit un total de 560 millions de francs CFA par an. En outre, le port autonome de Douala percevra également 2,5% du chiffre d'affaires contre 75 francs par mètre cube de bois embarqué en ce moment. La redevance marchandise évaluée à 1200 francs CFA par mètre cube de bois embarqué et 50% de pénalité de stationnement. Au terme de la convention de 15 ans, le port autonome de Douala gagnera, hors redevance, sur la marchandise un montant global de 13,56 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun, quant à elle, 29,5 milliards de francs CFA et le concessionnaire 10,28 milliards de francs CFA, renseigne l'autorité portuaire. Selon le PAD, cette concession a permis de normaliser les relations avec la filiale du groupe Bolloré. Avec le passage en concession, le Cameroun reprend ainsi une autre activité qui lui échappait dans son port depuis plus d'un siècle, ajoute l'autorité portuaire. Le renouvellement de ce contrat de concession est la matérialisation du partenariat qui lie depuis plusieurs années Bolloré Port et le port autonome de Douala. Pour estime de son côté le groupe Bolloré. En guise d'illustration, Bolloré Port dit avoir mené des actions majeures évaluées à près de 11 milliards de francs CFA au cours des 5 dernières années. De sources listes, notamment le préfinancement pour le compte du port autonome de Douala d'un poste à quai avancé pour un montant
de 5,3 milliards de francs CFA. Parlant du commerce, à présent, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, s'est prononcée lors d'une table ronde organisée par le Fonds monétaire international en faveur d'une déconcentration des industries afin de construire des chaînes d'approvisionnement plus résistantes. Prenant le cas de l'Afrique, la patronne de l'Organisation mondiale du commerce a souligné que le continent devait importer 99% de ses vaccins et 95% de ses produits pharmaceutiques, faute d'une industrie basée sur le continent. Or, durant la pandémie de Covid-19, lorsque COVAX, initiative visant à assurer un accès équitable aux vaccins, ou l'argent pour importer des vaccins, ce n'est pas possible à cause des restrictions à l'exportation imposées par les pays producteurs, a rappelé Ngozi Okonjo-Iweala. La responsable internationale a cependant prévenu du risque de fragmentation et de décloupage de l'économie mondiale, conséquence des nombreuses tensions géopolitiques actuelles. Mesdames et messieurs, c'est avec ces notes que nous mettons un terme à cette édition du Journal de l'économique de ce jour. Restez en compagnie de nos programmes.